le nouvel engagement togolais à 10 ans. C'est pour parler de l'activité de ce parti politique pendant ces 10 ans, de la vie chère et d'autres questions d'actualité que nous invitons son président, honorable Djeri Tama. Honorable, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau, ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps, je pensais qu'on me boudiait, heureusement que voilà, je suis là aujourd'hui. Non, c'est avec beaucoup de plaisir que je suis là. 10 ans d'existence du net, qu'est-ce qu'on peut retenir, honorable Djeri Tama? D'abord, 10 ans, je n'ai pas vu passer. J'ai l'impression qu'il y a de cela juste quelques semaines qu'on a créé le parti. C'est vrai que le parti a été créé le 26 avril 2012 et maintenant ça fait 10 ans. À mon sens, il faut retenir 3 choses. La première, c'est qu'on a résisté. Il y a des partis. Aujourd'hui, vous savez, on parle de 117 partis au Togo, mais sur les 117, il y a à peine une dizaine qui sont actifs sur le terrain. On a plutôt mieux résisté puisqu'au bout de 10 ans aujourd'hui, nous avons 3 députés à l'Assemblée nationale. Nous avons 33 conseillers sur l'ensemble du pays, faisant de nous la 3e force de l'opposition à l'issue des élections locales de 2019. Nous dirigeons un groupe parlementaire. Donc, et aussi, je peux dire pour finir, depuis fin mars, je suis le président du CPC, le cadre permanent de concertation. Je pense que ça aussi, ça reste une consécration sur les 10 ans d'activisme politique. Si au bout de 10 ans, aujourd'hui, je dirige un cadre qui regroupe l'ensemble des partis politiques du Togo, ça veut dire quand même qu'il y a eu du travail. Alors, quelles sont les activités qui meublent ces 10 ans, ou bien qui ont meublé? Parce que ça a commencé depuis. Non, ça a commencé, nous avons commencé traditionnellement par ce qu'on fait dans notre pays, à savoir des offices religieux. On en a fait le vendredi dernier pour le culte musulman. Le 26, on en a fait sur l'ensemble du territoire pour le culte chrétien. Le 26 aussi, donc le 25 déjà, non, le 26 hier, avant-hier, donc nous avons fait une conférence de presse en ligne. Vous savez, nous innovons. Ouais. Donc, au lieu de faire une conférence traditionnelle où il n'y a que les professionnels des médias, nous avons fait une conférence où, en plus des professionnels des médias, le public a pu poser des questions. On a fait quasiment 2 heures de conférence de presse pour près de 300 questions qui nous sont arrivées. Et puis, hier, vous savez, nous fêtions donc un double anniversaire, les 102 ans de l'accession du Togo à l'indépendance. Et puis, dans les 10 ans, nous avons fait un match de football en ce qui concerne la fédération du Grand Lomé qui opposait la préfecture d'Agoé à la préfecture de Golfe. Ouais. Et au même moment, à travers le pays, dans toutes nos fédérations, il y a eu donc la même célébration. Et puis, l'apothéose sera donnée le samedi 30 à Fopades Calomé, où nous allons faire une cérémonie donc, pour marquer les 10 ans et en même temps, pour ne pas perdre le temps avec le travail, un atelier de renforcement des capacités de nos militants qui vont tous venir des régions maritimes et des plateaux. Alors 10 ans, c'est également 10 ans de présence sur les réseaux sociaux. Quand vous sortez, vous croisez des gens qui vous disent le net est plus accessible sur les réseaux sociaux par le truchement de son président. Pourquoi vous avez choisi cette voie? Non, en fait, en réalité... je peux même dire que sur le fond, nous sommes plus présents sur le terrain. Vous savez, le slogan du net, c'est faire la politique autrement. Si on veut remonter historiquement, pourquoi est-ce que nous avons créé un parti? Pourquoi est-ce que des gens sont remis pour créer un parti? C'est que nous considérions qu'après la période des années 90, où il y a un espoir qui s'est soulevé en parlant d'alternance, nous constations que les partis traditionnels passaient leur temps à parler que de l'alternance. Et qu'on ne s'occupait pas des autres sujets, les sujets liés à la vie chère, les sujets liés à l'emploi, au chômage, à l'environnement. Et que, en réalité, si vous voulez diriger des gens, c'est les sujets qui intéressent les gens au premier point. Donc c'est pour ça qu'on s'est lancé dans la politique autrement. Et quand vous regardez aujourd'hui, pendant la période de la Covid, le seul parti qui a été sur le terrain, en quotidien, en apportant parfois des vivres aux gens, en apportant des masques, en faisant de la sensibilisation. Nous avons par exemple apporté pour 4 millions d'équipements aux prisonniers de la prison civile de Lomé, ça a été le net. C'est-à-dire que nous considérons qu'un parti politique, c'est un rapport particulier entre le parti et les citoyens et nos compatriotes de façon permanente. Beaucoup de partis dans nos pays attendent uniquement la veille des élections pour sortir et aller vers les gens. Nous considérons qu'on doit être en permanent. Régulièrement, nous sommes sollicités. Vous savez, au Togo, il y a eu entre-temps une polémique liée aux lampadaires qui ne feraient pas le développement. Nous mettons des lampadaires dans la mesure de nos moyens dans les villages. Ce n'est pas uniquement dans la préfecture ici élue. Nous accompagnons parfois les établissements quand il y a parfois soit des défauts de banc. Il y a de cela, en 2017, nous avons rénové pour une valeur de 5 millions le CG de Nicanapoy dans le Golfe 4.
Ce n'est pas notre zone, mais nous avons été sollicités, nous avons réuni les moyens pour le faire. Donc notre slogan « Faire la politique autrement », ce n'est pas uniquement attendre la période électorale pour aller vers les gens en disant « votez pour nous », mais c'est de dire que la relation entre l'électeur et le parti politique doit être permanente. Il faut que l'électeur trouve le parti politique à côté de lui, mais au moment où nous sommes présents sur les questions politiques, vous savez que, comme je l'ai dit, je suis député, et aujourd'hui le NET est le parti qui interpelle le plus. En 3 ans d'existence à l'Assemblée, nous sommes à près de 90 interpellations. Nous avons introduit 3 propositions de loi, elles n'ont pas encore été adoptées, nous ne sommes que 4, il faut l'avouer, mais nous faisons des interpellations, nous allons sur des sujets politiques. Maintenant, le relais pour faire connaître ça au plus grand nombre, c'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire que ce n'est pas les réseaux sociaux pour les réseaux sociaux, mais c'est les réseaux sociaux comme canal de communication, comme relais d'information, et puis comme aussi, quelque part, relais de formation et d'information citoyenne. Parce qu'il y a beaucoup de... Vous savez, nous, par exemple, à la sortie de chaque loi, de l'adoption de chaque loi, nous venons sur nos pages pour dire, voilà, on vient d'adopter la loi, par exemple, sur le Commonwealth. Ça veut dire quoi? Parce que certaines personnes, c'est la première fois qu'ils entendent parler du Commonwealth. C'est quoi le Commonwealth? Quels sont les avantages? Quelles sont les obligations pour le pays? Donc c'est ce que nous faisons. Chaque fois qu'on adopte un texte, on vient expliquer. Et c'est tout simplement la politique autrement. On vous voit aussi proche de presque tous les partis politiques au Togo. Il y a les partis d'opposition, il y a la mouvance présidentielle, UNIR. On voit aussi surtout proche du PDP, de l'honorable Innocent Kagbara. C'est quoi? C'est la tendance juvénile qui joue? Non, pas du tout. Nous sommes des centristes. Quand on dit centriste, les gens ne comprennent pas. C'est pas qu'ils n'ont pas de bord. Le centrisme est une idéologie basée sur le pragmatisme, le progressisme et l'humanisme. C'est-à-dire que nous considérons qu'on doit pouvoir discuter avec tout le monde. Moi, ça ne me dérange pas qu'on me voit m'afficher avec l'honorable Acholi, par exemple, il est d'UNIR. Et Sénat-Lipu, UFC libéral, parti libéral. Je vais de temps en temps demander audience et rencontrer M. Jean-Pierre Fabre, qui est un aîné, qui a son parcours. Je suis assez proche de M. Goguet. Il est en déplacement, malheureusement. Donc nous sommes proches de tout le monde. Le PDP, c'est qu'ils sont aussi du même mouvement centriste que nous. Vous savez, entre-temps, on avait créé le groupe des centristes. Oui. Donc il y a plus de proximité avec le PDP. Et aujourd'hui, nous constituons le groupe parlementaire Net PDP. Donc c'est normal qu'on puisse se retrouver. Même si l'âge aussi compte beaucoup, parce qu'en ayant une proximité générationnelle, c'est plus facile de parler. Après ces 10 ans, honorable Djerry Tama, quelles sont les perspectives d'avenir du NET? D'abord, continuer à être plus proche des populations. C'est d'abord la chose. Vous savez, nous sommes dans une approche politique où, même si dans 10 ans on n'est pas président de la République, mais que nous sentons que nous avons servi nos compatriotes, on sera heureux. Donc, continuer ce travail de proximité. Demander au Seigneur de nous donner les moyens de continuer les actions sur le terrain. Les lampadaires, j'en suis à près de 90 ou 100 lampadaires installés. J'aimerais en installer, par exemple, une trentaine par mois. Et donc ça, c'est la première chose qui se fait de façon permanente. Après, nous voudrions aussi augmenter le nombre de députés à l'Assemblée nationale. Oui. Voilà, aujourd'hui nous sommes 3, nous espérons que nous serons plus d'une dizaine à la fin 2023 pour avoir plus de poids. Avoir plus de poids en termes de nombre de maires. Là, on n'a que des maires adjoints. Nous espérons qu'en 2025, on aura des maires. Et puis, il y a une expérience inédite que nous sommes en train de faire, c'est les élections régionales. Donc, avoir, pourquoi pas, peut-être des personnes qui soient dans le conseil régional, le bureau administratif, le bureau exécutif du conseil régional, ça se verra. Et puis, je pense que continuer aussi à informer. Continuer à informer, parce qu'on se rend compte que l'une des choses qui nous manque le plus dans notre pays, c'est l'information. C'est ça, c'est-à-dire que vous voyez les gens qui s'agitent, mais souvent c'est qu'ils ne sont pas informés. Et quand on leur donne la bonne information, ils se calment. Donc, communiquer informé, nous avons malheureusement un gouvernement qui ne communique pas beaucoup. Nous avons un parti majoritaire qui ne communique pas beaucoup. Donc voilà, nous essayons de prendre la place. Est-ce qu'en 10 ans, vous êtes suffisamment ancré, honorable Djerry Tama, pour briguer la magistrature suprême un jour? Nous avons été candidats en 2015. En 2020, nous ne sommes pas allés parce qu'on avait des raisons particulières. On sera là certainement en 2025. Je considère que quand on prend notre trajectoire, vous savez, nous sommes partis de rien. Il y a des gens qui sont candidats aux élections présidentielles, ils étaient anciens ministres, anciens premiers ministres, ainsi de suite. Nous sommes partis de rien. C'est-à-dire que nous, là, c'est nous ça. Comme les Ivoiriens disent, nous, là, c'est nous ça. On n'a pas des grandes puissances derrière nous. Mais nous considérons quand même qu'en 12 ans, comme je l'ai dit, 10 ans, on a fait du parcours.
et que beaucoup de candidats aujourd'hui, vous prenez même à notre frontière ouest, Nana Akufo-Addo, ben, il a fait 4 fois avant de passer. Au Kenya, pareil, il a fait 4 ou 5 fois. Donc nous considérons que nous sommes dans une progression. Là, plus le temps passe, plus on se fait connaître, plus on est assis, plus les gens découvrent la politique autrement. Et puis je pense que oui, un jour, Inch'Allah, hein, on va briguer la magistrature suprême. De toute façon, je pense que nous avons les qualités pour le faire. Reste à ce que les astres soient alignés pour que ça le fasse, tout simplement. Alors, votre anniversaire a coïncidé avec les 62 ans d'indépendance, du Togo. Comment vous avez commémoré l'anniversaire du Togo? Vous l'avez fait au niveau de l'état-major du NETS? Bon, d'abord, on a été au défilé. Et puis après, comme vous le dites, c'est comme les gens qui sont nés le 25 ou le 31 décembre. Au fait, votre anniversaire coïncide toujours avec une fête et à la limite, vous faites moins d'efforts. Hier, nous étions sur le terrain de Kodomé, dans la commune 4, pour faire un match de football entre la préfecture du Golfe et la préfecture d'Agoué. L'ambiance était très bonne, moi j'ai joué. J'ai même marqué d'ailleurs un but. Ah bon? Ouais, donc voilà, on a célébré et son deuxième anniversaire. Et puis bon sens, quand nous sommes dans la lignée des activités marquant notre 10e anniversaire. Donc, c'est ce que je dis, quand vous êtes né le 25 décembre ou bien le premier, c'est toujours bien parce que vous fêtez 2 fois. Alors, honorable, à cœur ouvert, cette question, est-ce que le Togo est-il vraiment indépendant? On sait que le pays utilise, à l'instar d'autres pays d'Afrique, le franc CFA, qui est considéré véritablement par les Africains comme le franc du colon. Par certains Africains, il faut nuancer. Ben, moi, je ne pense pas que les questions de développement soient liées à la monnaie. Pour 2 raisons. C'est que, quel que soit, même quand vous frappez votre monnaie nationale, elle est toujours dépendante d'une monnaie occidentale. C'est-à-dire qu'il y a une parité toujours par rapport à ces monnaies. Premier élément. Le deuxième élément, c'est que une bonne partie des pays africains qui frappent le monnaie ne l'impriment pas dans leur pays. Ils les impriment ailleurs. Parce que nous n'avons pas aujourd'hui les machines qui peuvent faire la sécurisation, l'authentification de l'ensemble de nos billets. Et puis en réalité, mine de rien, quand on compare aujourd'hui les pays qui font le franc CFA et les pays qui ne sont pas sur le franc CFA, sur le fond, il n'y a pas trop de différence. Vous prenez par exemple la Côte d'Ivoire, 3e puissance de la CEDEAO, après le Nigeria et le Ghana, parfois même il se dépasse. Ben, la Côte d'Ivoire utilise le franc CFA. Et maintenant, quand vous allez prendre des pays comme la Sierra Leone, le Libéria, la Guinée-Bissau, qui n'utilisent pas le franc CFA, ben, en réalité, nous n'avons pas grand-chose à leur envier. Quand vous prenez aujourd'hui la Mauritanie, qui est sortie du franc CFA et qui bat aujourd'hui sa monnaie, la Mauritanie aujourd'hui en termes de PIB a exactement le même PIB que le Togo, alors que regardez la taille et la population de la Mauritanie. Donc en réalité, c'est bien que certains activistes disent, ok, c'est le franc CFA qui fait notre dépendance. Moi, je pense que la dépendance, elle est d'une part financière. Vous savez, la plupart de nos économies, sur un budget, par exemple du Togo, 2/5 du budget vient des dons et subventions internationales. Donc, nous-mêmes, nous n'arrivons pas à réaliser les 100% de notre budget. Moi, je préfère qu'on règle ce problème-là, ne pas défendre de l'AFD, de l'USAID, et ainsi de suite, que de la Banque mondiale qui nous fait des prêts. Après, on dit, bon, ben, qu'on a effacé, ou bien le cercle de France, ainsi de suite. Le premier élément, c'est que nous puissions avoir la gestion de notre budget. Et pour le faire, il faut lutter contre la corruption. Quand vous regardez l'argent qui sort de nos pays du fait de la corruption, en réalité, si on récupérait cet argent-là, peut-être notre budget ferait 2000 milliards au lieu de 1 milliard, peut-être même 3000 milliards. Donc, le premier élément, c'est nous qui devons régler nos problèmes en luttant contre la corruption. Parce que vous allez voir que les gens, même qui les premiers, vous crient sur les ondes que le franc CFA, c'est eux qui sont la plupart du temps les plus corrompus. Donc, le premier élément, c'est de lutter contre l'exode fiscal, l'exode des fonds, et puis mieux gérer nos pays. Si on le fait quand on prenait un pays comme le Vietnam, qui a eu sur son sol plus de bombes que l'Allemagne lors de la Deuxième Guerre mondiale, aujourd'hui le Vietnam est un dragon. C'est-à-dire que nous mangeons même du riz vietnamien, nous portons des vêtements, nous faisons même venir des motos du Vietnam, alors que ce pays, dans les années 60, était loin derrière nous. Donc c'est une question de gestion. Moi, je ne pense pas que ce soit lié au franc CFA. Et pour finir, depuis maintenant 2 ans, les Français ont dit, venez prendre votre affaire. Personne ne va prendre. Ils l'ont dit. Oui, ils ont dit, bon, écoutez, si c'est nous là, venez prendre votre affaire de franc CFA. Est-ce que vous avez vu quelqu'un aller chercher? Hein, c'est ça, donc ça revient aux Africains. Ça revient aux Africains. C'est-à-dire que les gens, on a dit, parce que je pense qu'ils en ont eu un peu marre, parce que tout le temps on dit que c'est à cause de ça. Ils ont dit, bah, écoutez, nous, on se lave les mains, venez prendre votre franc CFA. Depuis là, on ne voit personne aller prendre l'affaire.
On a dit ECO, aujourd'hui le Togo est le seul dans la zone CEDEAO à avoir rempli les critères de convergence pour passer à une monnaie sous-régionale. Les autres, le Togo et le Cap-Vert, les autres pays sont encore très loin. Est-ce que le Togo tout seul, avec sa petite économie, peut à lui tout seul gérer une monnaie? Des gens te disent oui, mais aujourd'hui quand on regarde qu'en Europe et même en Amérique latine, les pays préfèrent plutôt avoir des économies intégrées avec une monnaie unique. Je ne vois pas quel serait l'intérêt que nous, notre petit marché de 8 millions là, on veuille créer une monnaie unique pour 8 millions de consommateurs. Pour moi, je ne vois pas d'intérêt. Alors, honorable, quel regard portez-vous sur le discours du chef de l'État togolais à l'occasion de la fête de l'indépendance, surtout sur la question de la vie chère? Est-ce que vous pensez que les solutions adéquates ont été apportées par le premier responsable du pays? Bon, le discours du chef de l'État était comme une sorte de constitution, c'est là ne pas rentrer dans les détails. Ouais. Et après, le ministre porte-parole est venu rentrer dans les détails. Il y a 4 mesures. Elles ont le mérite d'exister. Au fait, elles expliquent aux populations togolaises que le gouvernement se rend compte quand même que la vie chère nous prend pas la gorge. C'est une réalité. Donc au moins, cette prise de conscience là est bonne. Maintenant, sur les 4 mesures, la mesure qui concerne par exemple, la première mesure, c'est la suspension, non, la levée du prélèvement sur les 1 mois des fonctionnaires. Ouais. Oui, les fonctionnaires vont respirer. Parce que vous savez, au fait, quand on a donné, sans forcément leur demander leur avis, l'homme et l'argent ne restent pas ensemble. Donc quand on a donné 1 mois, les gens ont mangé l'argent. Maintenant, on a commencé à prélever. Or, vous savez que tous les fonctionnaires togolais sont sous prêt. Donc en réalité, c'est qu'en plus de ce qu'on vous prélevez, vous avez 8% ou 9% qu'on vous prélève, en plus de ce qu'on vous prélevait. Donc, certains vraiment ont eu chaud. Donc, quand le lève maintenant, c'est une bonne chose. L'ennui, mais il y a combien de fonctionnaires au Togo? Oui, 60 000 à peu près. Cette question. Donc, ça fait à peine 0,75% de la population ou 1,5% de la population active. Ça reste encore très marginal. Même si on peut considérer qu'un fonctionnaire peut-être fait vivre 5 ou 10 personnes, mais ça reste encore très marginal. Donc, premier élément. Deuxième élément, c'est sur les prix des tickets. Personnellement, j'ai pas eu, Dieu seul sait que je vais beaucoup sur le terrain, j'ai pas eu l'impression que beaucoup de personnes se plaignaient sur le prix des tickets. Parce que la plupart des gens qui payent les tickets ont une activité commerciale derrière. Donc, oui, de temps en temps, de toute façon, quand vous allez voir les femmes du marché, elles ne sont jamais d'accord de payer quoi que ce soit. Mais elles finissent par payer. Donc, bon, est-ce qu'il y a un effet... On sait qu'une femme a taillé les gens à dégommer, je ne sais pas si c'est ça qui a fait qu'on a baissé. Bon, sinon, en dehors du fait que peut-être ça va assurer les agents qui relèvent les impôts, ces taxes-là sur le terrain, je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qui était considéré comme une priorité pour nos concitoyens. Après, il y a le plafonnement des prix des produits. Ouais. Ça, c'est une bonne chose. Par contre, c'est la mise en œuvre qui est compliquée. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, prenez le maïs que nous tous nous consommons. Comment on fait pour plafonner? Les gens, ils vendent leur maïs au marché. Aujourd'hui, il y a des femmes qui ne sont pas empalées à ni acheter le maïs à 700 francs. Vous ne pouvez pas venir leur dire, écoutez, maintenant c'est 600. La personne dit, je ne vends plus. Et nous sommes sur un marché, un système libéral. Offre et demande. Si on baisse les prix et que les gens disent, OK, comme l'État nous contrôle, on ne vend plus, automatiquement les prix vont monter. Donc, la grosse difficulté, c'est comment est-ce qu'on plafonne un secteur qui est un secteur privé, qui est un secteur de marché, où le paysan aujourd'hui il est content quand le prix monte parce que lui ça l'arrange. Comment vous allez dire aux paysans qui sont contents que maintenant le maïs coûte 1000 francs et comme ça ils sont contents de pouvoir vendre le maïs pour aller envoyer leur enfant à l'école, qu'il faut ramener ça à 600? C'est ça le problème. Donc aujourd'hui la seule mesure, mais je parlerai sur les propositions, donc pour le plafonnement c'est compliqué. Pour les produits importés, oui, on peut le faire dans les magasins, les boutiques où il y a des prix. Mais sur le marché, dans les marchés là ça va être compliqué parce que vous savez que chez nous là c'est à la barca. Donc toutes les marchandises, on dit même la boîte de tomates que c'est 100 francs, il y a des là ou bien voilà. On va dire on enlève 10 francs là-dessus et ainsi de suite. Donc très compliqué. Pour finir, la dernière mesure qui est haute de 2 points sur les prêts des produits FNFI, très bonne mesure, parce que souvent c'est les personnes défavorisées qui font appel à ces prêts-là. Et donc c'est 2 points pour l'ensemble du territoire, de 4 points sur les zones défavorisées. C'est une très bonne mesure, parce que sur un prêt par exemple de 30 000, la personne va se retrouver à ne pas payer 1200. Et peut-être pour toi et moi, 1200 c'est pas grand chose, mais à Garpanga 1200 c'est beaucoup d'argent. Donc pour moi je pense que c'est une bonne mesure qui va s'appliquer à l'ensemble des couches défavorisées et ça c'est une bonne chose. Maintenant si vous me permettez, si j'étais président de la République, qu'est-ce que j'aurais fait? Voilà, j'ouvrirais les frontières. Pour moi, la première mesure, c'est ouvrir les frontières. Est-ce que vous arrivez justement à faire des propositions chef de si on le fait, on le fait. Par rapport à l'ouverture des frontières? Oui, non, on le fait. On le fait, non, c'est un truc. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le problème, c'est que les frontières sont que virtuellement fermées. Les gens passent.
Et c'est les gens qui sont aux frontières là qui se mettent beaucoup d'argent dans la poche. Voilà. Aujourd'hui, vous avez des voitures qui passent avec des passagers, on te prend même 1000 francs, voire même parfois 2000 ou 3000 francs par passager. L'argent là va où, on ne sait pas. Donc, ouvrez les frontières. Premier élément. Deuxième élément qui me paraît aussi très important, supprimer le péage sur les motos. Pour ça, honnêtement, moi, ce péage-là, je n'ai jamais rien compris. Ça crée plus de problèmes. Quand vous arrivez là, les gens, tu vas te lever de ta moto. C'est parce que les gens ne font pas la moto qu'ils ne savent pas comment c'est difficile. Tu vas te lever de ta moto, mettre l'argent, la mettre dans la poche. Enlever l'argent, arriver, tu es obligé d'éteindre ta moto parce que comment les motos sont embrayées ou bien tu dois ramener le truc à zéro. Point mort, c'est compliqué. Donner. Et si tu donnes 500 francs, on te dit qu'il n'y a pas la monnaie. Parfois, tu es obligé, on te dit, va aller d'attendre à côté. Oui. Pour combien? Voilà, c'est compliqué. Donc, pour moi, supprimer le péage sur les motos, ramener le péage sur les voitures commerciales à 500 francs. Parce que c'est des choses qui jouent directement sur le prix des transports. Et pour finir, ramener le prix du kilo du maïs à Lansat, qui est actuellement de 190, il faut le ramener à 150 francs. Ça fera que comme on dit que le bol aujourd'hui, c'est 2,5 kg, le bol à Lansat fera 375 francs. Et je pense que tous les paysans iront acheter le maïs à Lansat. Voilà, si moi j'étais, comment on le dit, si j'étais président de la République, c'est ce que je ferais. Voilà. Alors, vous étiez président aussi de la République. Si vous êtes président de la République, qu'est-ce que vous allez faire sur la crise qui secoue le monde éducatif aujourd'hui au Togo, honorable Djeri Taba? Bon, la bonne nouvelle qu'on a trouvée avec le discours du chef de l'État, c'est que, comme Ivoirien dit là, déjà le chef d'État est au courant, quoi. Alors que les gens pensaient que c'est les ministres qui gesticulaient. Non, en fait, il a assumé. Et c'est une chose quand même qu'il fallait reconnaître. C'est le chef de l'État qui donne les ordres et les ministres appliquent. Donc malheureusement, parfois, les pauvres, on leur tire dessus, alors que en réalité, ils ne font qu'exécuter. Donc en fait, il a prouvé que oui. Pour moi, je pense qu'il faut davantage de communication. Et moi, je suis en train d'entamer une petite tournée. Je vais essayer de rencontrer les deux ministres en charge du dossier et rencontrer les responsables du 17, ou bien c'est la 7, c'est le 17. Pour comprendre. Le syndicat des parce que on a vu dans ce pays, depuis une dizaine d'années, des syndicats prendre des décisions, faire des appels à des grèves qui étaient parfois dures. Je me souviens, en 2015, on a même suspendu les cours parce que les appels étaient très durs. Et il ne me souvient pas qu'une seule année, on ait suspendu ou bien renvoyé des gens qui ont été au nom des syndicats. Donc la question aujourd'hui qui se pose et qui est une question énorme, c'est en réalité quel est le statut du 7. Mais le deuxième élément que moi je voudrais m'assurer, c'est que toutes les personnes, les 110 personnes, puissent faire tous les recours qui sont. Pour le moins, à l'échelle nationale, il y a deux possibilités de recours. Un recours pour excès de pouvoir au niveau de la chambre administrative ou bien un recours pour licenciement abusif au niveau du tribunal de travail. Donc les deux, il faut qu'on s'assure qu'ils ont la possibilité de le faire parce que ce n'est pas parce que c'est l'État que l'État est au-dessus de la loi. Premier élément. Et qu'éventuellement, s'ils ne sont pas satisfaits, beaucoup de personnes saisissent la Cour de justice de la CEDEAO et qui leur donnent souvent raison. Donc, ils ont la possibilité de passer là-bas aussi. Donc pour moi, aujourd'hui, je considère que l'état de droit, c'est d'abord la protection des libertés. Et la liberté syndicale est une protection qui est très importante. Mais au moment, l'état de droit, c'est le respect de nos lois. Et donc, on ne peut pas, et je suis politicien de l'opposition, je ne peux pas uniquement me lever et le condamner pour dire on a mal fait si je n'ai pas les éléments du dossier. Donc, aujourd'hui, il faut voir, est-ce que le droit de ces personnes-là, est-ce que le code du travail, là où il parle des sanctions de licenciement, est-ce que ça a été respecté? Toute la procédure a été respectée. Et si la procédure a été respectée et que nous nous retrouvons dans une situation d'infraction avérée, c'est pas parce que nous sommes aujourd'hui des politiciens que s'il y a une infraction avérée, nous allons prendre le parti de ceux qui ont fait l'infraction au prétexte tout simplement que tout ce que le gouvernement fait est mauvais. Parce que attention, vous avez dit tout à l'heure, si demain nous venons au pouvoir, ne défendons pas quelque chose que nous ne pouvons pas défendre le jour où on sera au pouvoir, bien entendu. Alors, honorable, vous avez parlé également de votre présidence sur le cadre permanent de concertation. L'expérience, c'est comment ça se passe? Non, on vient de commencer. En fait, le mandat commence réellement à partir du mois d'avril. Nous aurons la semaine prochaine une première rencontre. Vous savez, suivant notre statut, on a au minimum une session de 3 jours. Maintenant, après, on a des réunions extraordinaires, donc on va avoir une réunion extraordinaire la semaine prochaine. On va préparer notre session tranquillement qui va avoir lieu certainement au mois de mai. Et c'est à partir de là que, voilà, pour le moment, on fait des concertations. J'ai dit tout à l'heure, nous, on avait déjà proposé la réduction de la vie chère. Et donc, nous avons
on peut dire que Dieu merci, on nous a entendu, puisqu'il y a des mesures. Et sur les mesures, comme vous l'avez entendu, il y en a qui sont très bonnes et qu'il y en a dont les effets, moi, je ne pense pas qu'ils seront très importants. Mais donc, première réunion, fin de ce début de ce mois, et puis après une deuxième réunion, session de 3 jours. Et puis bon, bah, après ça, on fera le bilan à l'issue des 3 mois. Peut-être, si vous me donnez l'occasion, je reviendrai ici pour dire le bilan de nos 3 mois de travail. Mais on a un programme bien intéressant. On espère qu'on va pouvoir, avec des objectifs quantifiables aussi, c'est toujours mettre des objectifs quantifiables. On peut dire aujourd'hui que les mesures qui ont été faites pour la réduction de la vie chère font partie des toutes premières des toutes premières victoires, puisque nous avions, dès le départ, si vous avez suivi l'interview qu'on nous a fait, nous avons dit que nous souhaiterions que pendant notre mandat, qu'il y ait des mesures symboliques au moins pour la réduction de la vie chère. On voulait une, on en a eu 4. C'est déjà un début. Mais après, toutes les mesures qu'on met en place, il faudra les évaluer au bout de quelques temps pour voir si réellement elles ont eu un effet sur la valorisation du panier de la mélangère. On n'a pas assez de temps, mais on va poser cette dernière question. On vous a vu aussi sur les questions qui secouent aujourd'hui la CEDEAO, ou bien les pays qui sont dans la CEDEAO. Je vais parler du Burkina, du Mali, de la Guinée-Conakry. Qu'est-ce que vous pouvez dire concrètement sur ces pays qui vivent des moments difficiles et qui sont en bras de fer avec la CEDEAO? Je vais dire 3 choses. La première, c'est que je suis toujours opposé au coup d'État. Je trouve que ce n'est pas une solution. Et la deuxième, c'est qu'on s'est rendu compte qu'au fait, les coups d'État dans les 3 pays, surtout les 2 pays du Sahel, n'ont pas changé la situation sécuritaire. Elle s'est même plus aggravée. Aujourd'hui, dans le Mali comme au Burkina Faso, c'est quasiment des attaques quotidiennes. Et la troisième chose, je pense que la CEDEAO a aussi besoin, parfois par rapport à la réalité du terrain, de mettre de l'eau dans son moulin. Par exemple, les Maliens aujourd'hui proposent 2 ans. Je pense qu'on doit pouvoir, carrément, on ne va pas chipoter pour 4 mois ou bien 8 mois. On doit pouvoir leur donner l'occasion de... Tchogel a encore précisé qu'il veut vraiment prendre 2 mois. Je pense que la CEDEAO doit faire preuve de compréhension, d'ouverture d'esprit et de lecture du terrain pour dire, bah, écoutez, vous avez les 2 ans, prenez-les. Et puis, on va voir ce que ça va. Vous pensez qu'ils ont fait d'énormes efforts? Ben, ils sont partis quand même de 5 ans. 5 ans, d'abord à 4 ans, 2 ans. Honnêtement, une négociation, c'est du donnant-donnant. Les gens ont donné 2 ans. Ben, vous aussi donnez 2 ans et puis founoufa, quoi, comme on dit au Togo. Sur le Burkina Faso, sur le Burkina Faso, oui, de propos 3 ans. Je pense que si on peut aller aussi à 2 ans, parce que là on est en train de parler de 16 mois, si on peut aller à 2 ans. L'essentiel aujourd'hui, vous voyez, le Burkina Faso, ils sont vraiment en zone de guerre. C'est-à-dire que la situation même s'est encore empirée. Et il est évident qu'au-delà de ce qu'on pense, il est parfois difficile de faire des élections quand le canon tourne. La Guinée, quant à elle, n'a pas encore proposé de durée. La Guinée, je pense que ça va être compliqué parce que le monsieur qui est assis là-bas, là, Amadi Doumbouya, je n'ai pas trop l'impression qu'il a envie de partir très vite. Il regarde ses muscles, il s'est dit qu'il peut faire face. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est toujours un plaisir d'être là. Honorable Thierry Tama, vous êtes le président du NETS. On va marquer la pause pour le journal et derrière, on reçoit nos invités pour Regard Croisé.